tout le monde. Bienvenue à cette soirée UPSO de février. On va espérer que c'est la dernière soirée UPSO en hiver, parce que vous êtes bien courageux d'être venus ce soir malgré la neige et qu'en maths, on aura le printemps avec nous. Alors, ce soir, on poursuit notre cycle de conférences sur le thème de la relance de la souveraineté. Donc, 4 conférences. Et c'est un sujet qui est toujours pertinent. Je ne sais pas si vous avez lu ce matin l'article de Pierre Dubuc dans Le Devoir sur Denis Lazure. Mais en conclusion, ce qu'il disait, c'est en ce moment, dans le mouvement souverainiste, les orientations sont encore confuses et ça incite plusieurs à démissionner. Donc, c'est important qu'on soit là pour réfléchir ensemble, pour clarifier justement ces orientations stratégiques. Alors, du cycle de 4 conférences, débats, les 2 premières portaient davantage justement sur la démarche et les orientations stratégiques les plus susceptibles d'interpeller la population et aussi de redonner au mouvement souverainiste une cohésion. Alors, en janvier, on avait eu le débat entre Monière et Larose, donc, qui avait commencé dans les médias et qui s'est approfondi ici sur la question de la gouvernance souverainiste. Et ce soir, avec Gilbert Paquette et Claude Barito, là, on va répondre à la question « Quels enjeux pourraient mettre l'indépendance au cœur de la prochaine campagne électorale ?» En mars et avril, je vous annonce tout de suite les 2 autres conférences. Alors, en mars, là, on ira voir ailleurs ce qui se fait et on se posera la question, qui est d'actualité depuis ce qui est arrivé au Kosovo, donc, quelles leçons tirer des pays ayant récemment accédé à l'indépendance? Alors, on pense au Kosovo, au Monténégro, à la Tchéquie et à la Slovaquie, ou encore de nations en cours de devenir souveraines, comme l'Écosse. Et à ce moment-là, nos 2 conférenciers seront François Brousseau, qui est journaliste au Devoir et à Radio-Canada, et Daniel Turp, député du Parti québécois. Et en avril, enfin, là, on consacrera toute une soirée à un enjeu qui est central, puisque c'est au fondement à la fois de notre identité et de notre combat, c'est la question de la langue. Et en avril, d'ailleurs, on espère que toutes les données auront été rendues publiques, enfin, et qu'ici, on pourra prendre le temps de les analyser et de voir quelles conclusions on peut en tirer en tant que souverainiste. Et cette réflexion, on sera aidé dans cette réflexion par Charles Castonguay, j'allais dire Claude Castonguay, mais c'est pas le bon. Et puis aussi Marc Termotte qui devrait être avec nous. Alors, on revient à ce soir. Si on pense, donc, le thème, c'est les prochaines élections, on sait qu'au Québec, dans les dernières campagnes électorales, c'était toujours la promesse de tenir un référendum dans le prochain mandat qui cristallisait le débat électoral autour de la souveraineté. Mais on sait aussi que depuis le mois de juin, Mme Marois a dit on met entre parenthèses le référendum, donc il faut se poser la question quels enjeux maintenant vont mettre la question de l'indépendance au cœur de notre prochaine campagne électorale québécoise. Alors, une campagne électorale, c'est important parce que c'est toujours un moment fort de la démocratie, mais aussi parce que c'est le moment où les citoyens sortent de leurs préoccupations individuelles, immédiates, et sont à l'écoute, réfléchissent et sont disposés à prendre des décisions, cette fois-ci, non pour leur préoccupation individuelle, mais pour l'avenir collectif. Donc, il y a un moment favorable lors d'une campagne électorale. Mais ça exige aussi des partis politiques, et encore des partis souverainistes, qu'au moment d'une élection, on soit clair, donc on ne propose pas de gérer encore une province, et qu'on soit progressiste, mais au sens là, de faire des propositions qui nous permettent justement de progresser, de sortir de l'impasse et d'arriver avec des propositions qui incluent une obligation de résultat pour nous faire avancer vers l'indépendance. Alors, ce soir, on a avec nous 2 conférenciers qui sont bien connus parce que ce sont des intellectuels et des militants convaincus et qui, l'un et l'autre, ont eu un parcours dont le fil conducteur a toujours été l'indépendance du Québec. Cependant, ils incarnent 2 tendances
différentes et ils vont nous proposer deux chemins distincts pour arriver à notre objectif commun qui est de faire du Québec un pays. Alors, je vous les présente rapidement. Alors là, je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit un peu plus petit. Claude Barreto. Alors, Claude Barreto est anthropologue, professeur associé au département d'anthropologie de l'Université Laval. Alors, intellectuel engagé et partisan de l'indépendance du Québec, il signe régulièrement des articles dans Le Devoir et dans l'Action nationale, et il a aussi publié plusieurs ouvrages. Alors, en 1998, il avait publié Québec, 18 septembre 2001, Le monde pour Horizon. Et pour ce livre-là, il avait reçu le prix Richard Arès. En 2002, c'était Sortir le Canada du Québec. Et en 2005, pour sortir de l'impasse référendaire. Donc, dans ses textes, dans ses ouvrages, il critique la stratégie d'accession à la souveraineté mise de l'avant par le Parti québécois et prône l'accession du Québec à l'indépendance par le biais d'une élection décisionnelle. C'est ce dont il va nous parler tout à l'heure. Parallèlement à ses activités militantes, du côté de l'indépendance, Claude Barreto a été président du syndicat des professeurs de l'Université Laval de 92 à 96, président du régime de retraite des professeurs de l'Université Laval et président du Fonds commun de placement de l'Université Laval. Et actuellement, il est membre du conseil d'administration du RIC, Rassemblement pour l'indépendance du Québec. Alors, je vous présente tout de suite Gilbert Baquette et puis ensuite on aura les deux exposés à la suite. Alors, Gilbert Baquette, lui, est un militant du Parti québécois de la première heure. Il a été successivement président de comté, président de région, conseiller au programme, député à l'Assemblée nationale et ministre de la Science et de la Technologie du Québec. Il a été co-auteur du best-seller L'Option au moment du référendum de 1980 et en 2005, au moment de la course à la chefferie au Parti québécois, il était un des candidats qui s'est par la suite rallié à Pauline Marois. Actuellement, il est le vice-président des intellectuels pour la souveraineté. Sur le plan professionnel, il est reconnu comme expert international dans le domaine des technologies de l'apprentissage. Il est titulaire d'une chaire de recherche dans ce domaine et auteur de 3 ouvrages et d'une centaine d'articles scientifiques, ce qui lui a valu de recevoir en 2007 un doctorat honorifique de l'Université Pierre et Marie Curie. Alors, on a invité des invités de prestige. Ils vont chacun prendre la parole une vingtaine de minutes pour savoir qui commençait tantôt. On a tiré au sort pile ou face et c'est Claude Barreto qui va commencer. C'est Gilbert? Ah, c'est pas bon, alors, oui, c'est bon. Alors, c'est Gilbert qui commence. Ben, on a réussi. Alors, c'est Gilbert qui commence, chacun une vingtaine de minutes, et ensuite, ben, on aura le temps nécessaire pour échanger, discuter avec les conférenciers entre nous. Alors, donc, je laisse la parole à Gilbert. Merci Marie-Lise. Bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt. Et merci d'être là. Et la neige. Avancez-vous, M. Martin. Alors, vous avez vu dans mon historique que j'ai été associé très très longtemps au Parti québécois. Ce que ça ne dit pas, c'est qu'à certaines périodes, je m'en suis retiré. Et je m'en suis retiré notamment au moment de 1994 où le Parti québécois s'engageait dans l'alliance avec Brian Mulroney. Et ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai intitulé ma présentation « Une alliance pour une élection sur la nation ». Et je pense que je vais devoir faire certaines distinctions à un moment donné. Ce qui me motive de continuer à militer, ça fait 40 ans que les souverainistes ont confié le combat national au Parti québécois. Et il est temps que ce combat aboutisse pour un très grand nombre de raisons que je vais présenter, qui, à mon avis,
devrait être le sujet de la campagne électorale. On a vécu toutes sortes de tentatives et de reculs, mais l'élément clé, c'est que, sauf les deux premières élections où le Parti québécois était en émergence, et le mouvement souverainiste aussi, en 73 et 76, et en 70 et 73, depuis 1976, dans toutes et chacune des élections où le Parti québécois s'est représenté au nom des souverainistes, nous n'avons pas posé la question de l'avenir national du Québec. Le débat a porté à chaque fois sur une promesse de référendum plus tard et sur un certain nombre de mesures. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'au calendrier grec, mais en 2003, si vous vous rappelez, c'est là où la dégringolade du Parti québécois a commencé. On s'est retrouvé à une élection pour discuter de la conciliation travail-famille dans le cadre d'un gouvernement provincial. Question importante, question pour laquelle on peut faire des choses dans un gouvernement provincial, mais pas grand-chose sur notre avenir national. De sorte que généralement, c'est les adversaires qui en parlent. Lorsqu'on est élu, on se retrouve à gérer le Québec avec les outils d'un gouvernement provincial. Je vous donne un exemple que j'ai vécu de près parce que j'étais député à l'Assemblée nationale et j'étais au Conseil des ministres ensuite. En 1976, nous avons été élus sur la promesse d'un référendum que nous avons perdu. Et en 1981, nous avons promis de ne pas faire de référendum pendant la prochaine élection. Et on s'est retrouvé à gérer les finances publiques avec les moyens d'un gouvernement provincial. On a nié une bonne partie de notre programme politique qui est encore, sauf qu'on n'entend pas beaucoup dans les journaux, social-démocrate. Et évidemment, vers la fin de cette période-là, les électeurs avaient plus le goût de se débarrasser du gouvernement que d'entendre parler de souveraineté. Donc, moi, quand Pauline Marois annonce que c'est la fin du référendum, je suis très heureux. Évidemment, elle ajoute du même souffle que c'est pas la fin de la souveraineté. Nous allons débattre de la souveraineté. Je pense qu'il est important de mettre fin aux élections de bon gouvernement. Il faut que la prochaine élection porte sur l'indépendance, porte sur le rapatriement des pouvoirs dont nous avons besoin pour résoudre nos problèmes de société. Le Québec est bloqué actuellement. On n'a pas les moyens d'investir dans les écoles, dans les hôpitaux, dans le développement durable, dans le développement régional, dans l'aménagement du territoire. On donne des signaux discordants aux immigrants qui nous arrivent. On est de plus en plus minorisé dans les institutions fédérales, mais le gouvernement fédéral a de plus en plus de moyens d'investir dans les champs de compétences provinciales. Et je peux vous dire, je peux en témoigner, j'ai fondé, je dirige un centre de recherche. Au début, on avait un financement équilibré de la province et de l'État fédéral. Maintenant, presque tous nos fonds viennent de l'État fédéral. Et avec cette possibilité d'orienter les secteurs de recherche et d'innovation. La thèse que je vais vous présenter, c'est que je pense que ce qui bloque le Québec, c'est un certain nombre de choses. D'abord, la peur de l'échec. En 1980, si on a eu au référendum une question aussi alambiquée, c'était la panique au gouvernement du Parti québécois. Les gens avaient peur de perdre. Et ça a été les deux référendums et tout ça. En 1995, il suffit de relire les mémoires de Jacques Parizeau pour voir à quel point tout le monde était paniqué. Selon Lucien Bouchard, ça arrivait trop tôt. Selon Bernard Landry, il fallait attendre. Il ne fallait pas y aller aussi rapidement. Et c'était véritablement la panique. De quoi a-t-on peur? Est-ce qu'on a peur de perdre le pouvoir ou de ne pas arriver au pouvoir? Bien sûr, des gens dont je viens de parler sont tous motivés par l'indépendance. C'est ça qui est le plus paradoxal. Ils veulent faire l'indépendance,
Et malgré les faits probants, ils pensent qu'en arrivant au pouvoir, sans mandat de la population, on va faire avancer la souveraineté. En 1976, 40% d'appui. Au référendum de 80, 40%. Et je pourrais vous multiplier les exemples de cette façon-là. Et je pense que si on n'arrive pas à se dire, si on perd la prochaine élection, tant pis, on va tout faire pour la gagner. Mais si on perd la prochaine élection, c'est pas aussi grave que de perdre un référendum. Et on se reprendra la prochaine fois et on va progresser. Et les gens vont entendre parler de souveraineté. Le pire qui est arrivé, c'est que les 8 dernières élections, seuls nos adversaires ont parlé de la souveraineté. La thèse que je vais présenter, c'est que je pense que il y a une majorité de Québécois qui veulent que cette question-là se règle, pas par un référendum à initiative populaire, pas dans un référendum plus tard. Ils veulent que les partis politiques, particulièrement le Parti québécois et les autres partis souverainistes, et même les partis autonomistes, règlent cette question-là entre Québécois et pour les Québécois. Le contenu de la campagne, j'ai fait un petit schéma ici qui regarde les bénéfices et les coûts. Les bénéfices de l'indépendance, les coûts de l'indépendance selon nos adversaires, les bénéfices du fédéralisme selon nos adversaires, les coûts. J'ai publié cet article-là dans l'Action nationale, vous pourrez le lire, mais essentiellement, je pense que la campagne doit porter là-dessus. On doit avancer des projets concrets de promotion de la langue française, de la cohésion nationale, le rapatriement de nos finances pour les investir dans des projets en éducation, en santé, en développement durable, et aussi de prendre notre place sur le plan international. Et de l'autre côté, quant au coût du fédéralisme, il faut remettre en évidence, on n'en parle plus, de la minorisation, du déséquilibre fiscal qui est toujours là, de la capacité que le gouvernement fédéral a d'intervenir dans les champs de compétences provinciales. J'ai lu récemment d'un conseil fédéral un projet de création d'une politique nationale d'éducation, nationale voulant dire évidemment fédérale, et on s'en va vers la centralisation progressive au Canada et la déliquescence du sentiment national. On ne parle plus dans nos grands débats du lien qu'il y a entre ces questions-là et la souveraineté. Je ne veux pas non plus empiéter sur ce qu'on va discuter sur le plan international des nations qui ont acquis leur indépendance récemment. Mais ce qu'on peut dire, quand on regarde les indépendances réussies des 10-15 dernières années, particulièrement en Europe, et aussi les nations en quête de pays. Je pense à la Flandre, par exemple, j'ai suivi les choses de très près, peut-être l'avez-vous fait aussi. La Flandre, les Flamands veulent quelque chose qui ressemble à la souveraineté association ou à l'indépendance. Ce qui les bloque, c'est la question de Bruxelles. Actuellement, il y a des questions à résoudre. Les Catalans se demandent pourquoi ils devraient être représentés dans la communauté européenne par le gouvernement espagnol. Ils voudraient être là. Les Écossais viennent d'élire un parti indépendantiste qui a entrepris un dialogue national visant l'indépendance. Le parti au pouvoir dit, nous, l'option qu'on préfère, c'est l'indépendance, mais on est prêt à discuter d'un rapatriement partiel des pouvoirs. Et quand on regarde les pays qui englobent ces nations sans pays, les trois partis anglais disent, oui, on va céder des pouvoirs au Parlement écossais, ils veulent prévenir l'indépendance. Au Canada, on n'est pas dans cette situation-là, il faut en tenir compte. On est dans une situation différente. Alors, ce que les sondages nous montrent, il y en a un en particulier que j'ai ici, on sondait les Canadiens anglais. On ne les sonde plus sur la question de l'indépendance du Québec, parce que ce n'est
Même le Parti québécois n'en parle plus. Alors, les gens n'en parlent plus au Canada anglais. Pour eux, c'est réglé depuis la loi de la clarté, en l'an 2000. Et le sondage disait à la question, est-ce que des pouvoirs spéciaux pourraient être cédés au Québec? 75% des Canadiens anglais disent les pouvoirs spéciaux pour le Québec sont contraires à la nature même du Canada, qui est fondée sur l'égalité des provinces, comme on sait. 71% disaient qu'ils préféraient le statu quo ou un Canada plus centralisé. Si le Québec décidait de devenir souverain, 57% disaient le mieux c'est de rien faire, on va laisser aller. Et puis, si ça nuit à l'économie du Canada, ben là, il faudrait songer à s'associer avec le Québec. Et on a eu plusieurs sondages de ce type-là. On est toujours devant un refus global du Canada. Mais il y a des gens qui prétendent qu'il est possible que le Québec devienne autonome. Moi, je pense qu'il faut prendre cette balle-là au bon. Je pense que lors de la prochaine élection, il faut que l'élection porte sur le débat national et sur une option à choix multiple. Il faut que les partis qui croient à la souveraineté, que les partis qui croient à l'autonomie, au rapatriement d'un certain nombre de pouvoirs, fassent le débat et demandent à la population, est-ce que le Québec doit devenir souverain? Est-ce que le Québec doit rapatrier une liste de pouvoirs ou est-ce qu'on ne touche pas à la Constitution? Et je pense que c'est là-dessus qu'on va réussir à développer un consensus national. Quand on regarde encore une fois les sondages, tous les pouvoirs, quand on pose la question un par un, y compris la récupération de tous nos impôts, il y a un appui entre 57 et 75% de la population. Et dans le fond, il y en a une clé pour la réussite. Si on arrive à dégager une majorité aussi forte sur le rapatriement des pouvoirs et qu'on a réussi à élever, à remettre le débat au niveau de l'avenir de la nation, on va avoir franchi un pas énorme vers la souveraineté, vers l'indépendance du Québec. Ça veut dire, ça, être prêt à faire une certaine coopération avec les autres partis indépendantistes et même avec les partis qui se disent autonomistes. On verra bien s'ils le sont vraiment. On se trouverait à ce moment-là, et je dois vous dire que j'ai hésité beaucoup avant de proposer une telle chose, parce que j'ai absolument aucun atome crochu avec les gens de l'ADQ, sauf le fait qu'ils disent on va rapatrier nos impôts, on va rapatrier un certain nombre de pouvoirs, on va établir une dynamique d'État à État entre le Québec et le reste du Canada. C'est ce qu'ils disent dans leur programme. Alors, il faut voir si ça tient la route, cette histoire-là. Et moi, ce que je prétends, c'est que plus on va être nombreux, plus on va réussir à faire une convergence nationale, une convergence souverainiste, autonomiste, les raisons de faire la souveraineté ou de faire un pas important vers la souveraineté, dans le cas des autonomistes, les raisons que tous ces gens-là ont vont s'additionner plutôt que se soustraire. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, moi, je veux rapatrier tous nos moyens financiers, mettre fin au déséquilibre fiscal, c'est ce que dit le programme de la DQ aussi, et je veux le faire pour réduire la dette. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis, mais non, c'est pas pour réduire la dette que je veux récupérer, c'est pour investir en santé, en éducation, créer plus d'égalité des chances, créer plus de justice sociale. Mais cette personne-là va rejoindre une partie de la population. Moi, je vais rejoindre une autre partie de la population. Et les deux options convergent vers le fait qu'il faut qu'on garde tous nos impôts au Québec. Il faut qu'on garde tous nos moyens financiers au Québec pour les investir dans nos projets, dans nos priorités. Là-dessus, je suis en assez bonne compagnie parce que
je me suis dit, coudonc, moi qui ai l'habitude d'être qualifié de pur et dur, voici une proposition sûrement impure. Elle est dure, par exemple. Elle est dure à implanter, elle est dure à véhiculer, et elle est dure dans le sens qu'elle garde l'œil rivé sur l'objectif de l'indépendance nationale. Mais lors de la démission de 12 ministres, on soulignait malheureusement le décès de notre collègue Denis Lazure, il était parmi les 12 signataires avec Jacques Parizeau, Camille Lorrain, Bernard Landry, Pauline Marois, et moi aussi, en 1984. Il y en a d'autres aussi, Jacques Léonard, j'en ai oublié. Il était dans toutes les discussions où il n'a pas démissionné. J'ai pas dit qu'il avait démissionné. J'ai pas dit que Pauline Marois avait démissionné. J'ai dit qu'ils allaient signer ce manifeste pour détourner René Lévesque de son alliance avec Brian Mulroney. Et ce qu'on disait dans ce manifeste-là, notamment, et là je vous cite un extrait, pour progresser jusqu'à l'adhésion d'une majorité de la population, parce que ça c'est incontournable, il faut arriver à une majorité. Le projet souverainiste doit s'enraciner dans les besoins et les préoccupations des Québécois et des Québécoises. La souveraineté du Québec n'est pas seulement une question juridique et constitutionnelle, mais économique et sociale. Et cette idée-là de lier le débat sur la question nationale au projet que nous avons, et beaucoup de projets font consensus dans la société, autant à gauche qu'à droite d'ailleurs. Cette idée-là, c'est l'idée contre laquelle on se bat. Nos adversaires disent « Ah, ils sont obsédés par le référendum, ils n'ont qu'une idée, et nous, on s'occupe des vrais problèmes. » Les vrais problèmes sont des problèmes économiques, sociaux, et puis là, ils nous déblatèrent là-dessus, et souvent, ils arrivent au pouvoir sans plus de moyens que les gouvernements du Parti québécois pour faire grand-chose. Alors, cette idée-là, elle a été reprise dans le programme du Parti québécois de 2005. C'est ce qu'on a appelé le projet de pays. Sauf qu'à l'élection de 2007, le projet de pays a été mis sous le tapis et on a gardé du projet de pays uniquement la promesse d'un référendum. Moi, je propose qu'on fasse exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on ressorte le projet de pays, qu'on le mette sur la table et qu'on dise « Voilà pourquoi on a besoin de la souveraineté ». Que les adéquistes disent, voilà pourquoi nous avons besoin de 7 pouvoirs. Ils y arrêtent, tant mieux, ils vont convaincre des gens qu'on ne pourrait peut-être pas convaincre. Et nous, on n'a pas à se déguiser en autonomiste comme on l'a fait au moment du beau risque, en 1984, contre lequel on faisait cette proposition de la nécessaire souveraineté. Et c'est possible. Je vous rappelle la croissance des appuis à la souveraineté au moment du débat autour du lac Meech. Parce que l'histoire du beau risque a eu cet avantage qu'à un moment donné, Bourassa l'a repris au vol. Il a essayé d'obtenir quelques conceptions mineures du gouvernement fédéral et c'était niet. C'était niet parce que, je vous l'ai dit tantôt, il y a 75% des Canadiens anglais qui ne veulent faire aucune concession au Québec parce que c'est contre l'esprit du Canada. Alors, c'était niet. Et à ce moment-là, les appuis de la souveraineté sont montés jusqu'à 67% en 1990-91. Et après, ça a commencé à décroître tranquillement jusqu'au référendum où, selon certains, nous l'avons gagné et nous nous sommes fait voler. Et selon d'autres, on l'a perdu par une très courte marge. Disons que ça a été un match nul, 50-50. C'est à ce moment-là que le rapport à l'air, qui était devenu le programme du Parti libéral de Robert Bourassa, qui proposait d'éliminer le pouvoir de dépenser du fédéral, tous les pouvoirs résiduels de l'Ordre criminel du Québec, 22 nouveaux pouvoirs de façon exclusive au Québec. Et ça, c'est l'autonomisme. Un appui au référendum. Et s'il n'y avait pas d'appui à ça, un référendum sur la souveraineté. Alors, si Robert Bourassa avait suivi le programme de son parti, les chefs du Parti québécois ne sont pas les seuls à ne pas suivre le programme de leur parti. Robert Bourassa n'a pas suivi le programme de son parti.
Il a préféré s'engager dans Charlottetown. Et là, Allaire et Mario Dumont sont sortis du Parti libéral. Ils ont fondé l'ADQ en 1994. Et ils étaient dans le camp du oui en 1995, au moment du référendum de 1995, qui impliquait que si après un an de négociations avec Ottawa, ça ne débloquait pas, eh bien, le Québec, n'ayant pas reconnu la Constitution de toute façon de 1982, déclarait unilatéralement l'indépendance du Québec. Et dans le programme de 2007 de l'ADQ, on trouve évidemment beaucoup moins de choses, mais un certain nombre d'éléments d'inspiration de l'ADQ. Alors, moi, je préconise une convergence souverainiste-autonomiste. Ce ne sera pas facile à établir, mais ça nous met dans la bonne direction et ça va surtout forcer le débat sur la question des pouvoirs du Québec et sur la question de la souveraineté. On va pouvoir en parler, à longtemps qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui en parle. Et on va demander un mandat là-dessus. Moi, c'est ce que je propose. Une alliance circonstancielle. On est à l'ère de la coopétition. C'est un mot qui veut dire collaboration et compétition. On est en compétition avec l'ADQ pour avoir le maximum de députés à l'Assemblée nationale. On est en compétition parce qu'on est plus vers la gauche sur l'échiquier politique et eux plus vers la droite. On n'a pas les mêmes orientations. Mais sur la question nationale, on peut faire un bout de chemin. Si l'ADQ refusait, ben, ils vont devoir nous dire comment est-ce qu'ils peuvent récupérer un seul pouvoir d'Ottawa sans une convergence nationale de cet ordre-là. Alors, voici comment je vois les choses se dérouler. Avant l'élection, on fait une offre d'alliance, qui va peut-être être refusée, qui va peut-être être acceptée. On part d'une démarche participative de la population. On définit les projets et les pouvoirs du Québec qui vont avec. On remobilise les gens autour de ça. Et là, je vais rejoindre Claude dans ce qu'il va proposer, je pense. Si les deux partis, comme c'est le cas maintenant d'ailleurs, étaient élus avec plus de 50% des députés, donc qui forment une majorité à l'Assemblée nationale, et plus de 50% des votes, ce qui aurait valeur référendaire s'ils l'avaient annoncé avant, eh bien, ils vont se retrouver avec 100% des pouvoirs. 50 plus 50 égale 100%. Et avec ce 100%, ils pourraient, dès maintenant, parce que c'est le cas actuellement, ils ont 60% des votes à la dernière élection et à peu près 60% des sièges. Ils pourraient, dès maintenant, adopter une citoyenneté du Québec. Ils pourraient décider du moment de l'élection. Ils pourraient décider de ce sur quoi la campagne électorale va porter. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait à la dernière élection. Alors, il faudra attendre une autre élection. Mais je pense que l'élection doit porter sur un programme de pays, dans notre cas. On doit ressortir les projets et dire, ça nous prend l'indépendance pour faire ça. Pour asseoir notre avenir linguistique, ça prend l'indépendance du Québec. Pour réinvestir en santé, en éducation, en innovation, en développement durable, ça prend. Pour prendre notre place sur la scène internationale, ça prend l'indépendance. Après l'élection, de deux choses l'une, où c'est l'option autonomiste qui l'a emporté, ou c'est l'option souverainiste indépendantiste qui l'a emporté, et là, on considère qu'on a un mandat de la population pour rapatrier le minimum étant les pouvoirs qui ont été convenus au préalable. Et ce résultat va démontrer que 67% de la population, si tout se passe bien, veut rapatrier tous les impôts, tous les pouvoirs en langue, tous les pouvoirs. Faites votre liste. Il y aurait eu un débat au préalable sur une liste. Et c'est cette liste-là qu'on dit au gouvernement fédéral, voilà la volonté très majoritaire. Vous avez fait une loi sur la clarté. Il n'y a rien de plus clair que ça. Vous avez près des 2/3 de la population qui veulent que le Québec contrôle ses affaires dans tel secteur.
rendu là, le gouvernement fédéral va préférer faire la souveraineté, à mon avis. Ben oui, parce que c'est absolument intenable de maintenir, de donner autant au Québec, en maintenant des représentants québécois en Parlement fédéral qui vont voter sur des lois qui ne concernent pas le Québec, mais qui concernent les autres provinces. Et c'est une chose inacceptable pour le Canada anglais. Et c'est ce que j'appelle une obligation de résultat. Si ces pouvoirs-là ne sont pas rapatriés, eh bien, nous considérons, nous l'avons dit avant l'élection, nous considérons autorisés à les rapatrier unilatéralement, et ça passe par la souveraineté. Alors, je pense que c'est difficile de faire des alliances comme ça entre partis politiques, même entre partis souverainistes, entre le Parti québécois et Québec solidaire, puis le nouveau parti indépendantiste, puis peut-être l'UDIC qui va se transformer en parti politique, ça va être très difficile. Mais comment voulez-vous qu'on atteigne l'indépendance nationale s'il n'y a pas cette cohésion qu'on arrive à développer et qui fait en sorte qu'on est solidaire? L'indépendance, c'est un projet de solidarité, solidarité sociale, solidarité économique, solidarité nationale. Et c'est ça qu'il faut commencer à construire dès la prochaine élection. Merci. Merci Gilbert, c'est une proposition surprenante, audacieuse. Je suis certaine qu'il va y avoir des questions, des commentaires, un débat. Alors, il y en a qui sont arrivés plus tard, je vous invite à avancer. Là, il y a de la place devant. Ça va être plus agréable après pour échanger. Moi, je ne pensais pas à ça. Alors, Vanessa, tout ça, vous pouvez, en attendant que Claude se prépare. Ah, vous partez? Oh. Non. OK. Ah, vous bon, c'est pas mon intention. Quand je voyais qu'il y a des gens, il n'y aura pas de chicane. On va converger, là, c'est sûr. On va essayer de converger. Alors maintenant, c'est Claude Balizeau qui va sûrement aussi nous provoquer, nous surprendre et nous amener à réfléchir. Alors, je lui donne la parole. Je pense que ma position n'est pas assez bonne pour que j'aille m'installer debout, sans lire à distance mon texte, pour essayer de pas tellement de lire, mais de passer au travers en vous expliquant un peu l'approche que j'ai en tête. D'abord, merci de l'invitation de venir exposer des idées de Québec. Il doit y avoir beaucoup de gens de Québec qui viennent jusqu'ici pour vous parler. Donc, je vous remercie de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Puis ça me fait plaisir aussi de participer avec un débat, dans un débat avec Gilbert, dont les propos qu'il dit se rapprocher des miens sont, à mon sens, très opposés. Et c'est ce que je veux faire, non pas opposé au sens irréconciliable, mais opposé au sens, je dirais, des approches fondamentales quant à l'indépendance du Québec. Et ceci m'amène immédiatement à dire que je ne suis pas une souverainiste. Je suis un indépendantiste et pour moi c'est une chose très différente que d'être indépendantiste par rapport à des gens qui se qualifient de souverainistes. Il y a énormément de personnes qui se disent souverainistes parce qu'ils sont canadiens dans le fond et qui sont autonomistes aussi fondamentalement et qui ne veulent rien savoir de l'indépendance du Québec. C'est le cas de M. Dumont, c'est le cas de M. Laforêt, c'est le cas de paquet de personnes que je connais très bien, qui réussissent à se cacher derrière ça. Par contre, pour les promoteurs de l'indépendance du Québec, dont je suis, mais j'espère qu'il y en a quelques-uns ici dans la salle, je suppose que oui, mettre comme point l'indépendance au cœur de la prochaine campagne électorale, en disant, le titre était Quels enjeux? Moi j'aurais dit, bon, le seul enjeu c'est l'indépendance. Le restant ne peut
peut-être des projets associés à l'indépendance et non pas des projets qui permettraient de faire un petit chemin vers l'indépendance. Donc, c'est une différence fondamentale et c'est sur quoi je vais parler parce que, pour moi, la seule façon de mettre l'indépendance au cœur, c'est aussi de proposer des projets concrets qui conduisent, en fait, qui sont associés à la réalisation de l'indépendance du Québec. Non pas des projets qui permettraient de rêver qu'on pourrait y arriver. 3 parties de mon exposé. La première, je vais mettre l'accent sur la nécessité de revoir le paradigme à l'intérieur duquel se sont déployés au Québec des projets d'accession à l'indépendance. La deuxième partie, je vais identifier des dossiers précis qui m'apparaissent les plus importants, les plus structurants et les plus mobilisateurs en lien avec l'indépendance. Et la troisième, c'est ce que ça implique l'indépendance comme changement structurel, c'est-à-dire la création d'un nouvel État indépendant et quelles sont les modalités pour y parvenir. Je sais qu'il y a une conférence en mars qui va parler de ça. J'ai moi-même analysé un nombre de cas, c'est nous qui sont intéressés, je le vends à rabais maintenant, ça date de 2005, pour sortir d'une impasse référendaire qui est une analyse de l'ensemble des différents cas connus d'accession à l'indépendance à l'échelle mondiale. Ça n'a pas eu un succès majeur, mais ça n'a pas été non plus une perte du futur. Donc, premier point. Depuis la prise de contrôle du territoire de Nouvelle-France et la gestion politique de la population de la province de Québec, de la province de Québec, par la Grande-Bretagne puis le Canada, bon, ça va bien. Vouloir faire ici un pays indépendant, c'est une constante historique. Et elle est encore aujourd'hui, je dirais, dans le cadre de la mondialisation, cette constante est encore plus significative parce que c'est sur cette scène et en lien avec cette scène que se structure aujourd'hui l'ensemble des pays. Donc, il n'est pas, à mon sens, d'analyser comment cette volonté s'est exprimée au Québec, volonté de mettre de l'avant le pays, et s'il y a lieu de corriger le tir. Il y a eu 2 périodes majeures dans l'histoire du Québec qui ont débouché sur l'idée de créer quelque chose comme un pays. La première période, elle commence dans les années 1830, elle va déboucher en 1834 avec les 92 résolutions, et ça va se terminer par un affrontement militaire en 1837 et en 1838, et ça se défait. La deuxième, c'est à la suite de la Révolution tranquille. Ça a commencé davantage, je dirais, après la Deuxième Guerre mondiale, à la suite du rapatriement de l'ensemble des pouvoirs, en fait, la tentative de rapatriement des pouvoirs prêtés par le Québec au Canada. Et ça a donné lieu à un mouvement d'affirmation de la Révolution tranquille, suivi par la suite d'un premier référendum et d'un deuxième, dont les défaites ont conduit à un renforcement du Canada avec le rapatriement de la Constitution de 82 et l'adoption de la loi sur la clarté en l'an 2000. Ce sont 2 processus qui se sont déroulés à peu près de façon analogue. C'est à la suite de la constitution interne d'une identité qui a été culturellement façonnée. Et il en a découlé, comme dans tous les cas de minorités nationales qui essaient d'aspirer à plus de pouvoir, il en est découlé des revendications de pouvoir et des demandes de reconnaissance. Devant des refus constants, il y a eu un activisme sécessionniste qui s'est exprimé. En 1837-38, en 1836, il a été bloqué politiquement, et par la suite, il fut contré par l'armée britannique, qui fut aidée par des volontaires loyalistes et autres à l'intérieur de la province de Québec.
Quant à la seconde occasion, les modalités de son expression politique au Québec peuvent contourner ce que nous savons tous. Et au cours des, je dirais, des 5 dernières années, peut-être les 6 ou 7 dernières années, plusieurs indépendantistes se sont inspirés en partie de ces savoirs et ont suggéré des avenues nouvelles. Et pour la plupart, ils ont inscrit leurs propositions à l'intérieur du cadre qui a conduit à l'activisme des patriotes et à celui des péquistes. La particularité de ce cadre est de valoriser d'abord le recours à l'État provincial du Québec, le renforcement du nationalisme culturel et un activisme souverainiste. Les éléments constitutifs de ce cadre recèlent une double ambiguïté. Et je pense que l'exposé, je ne veux pas faire une critique de Gilbert tout de suite, mais l'exposé de Gilbert en témoigne, je pense. Double ambiguïté. La première, c'est celle d'assumer les pouvoirs d'un État subordonné à un autre, avec l'objectif de le transformer en un État indépendant en posant des gestes de souveraineté. Comme si on affirmait du pouvoir provincial, on pourrait éventuellement arriver à du pouvoir d'un État. C'est la première ambiguïté. Deuxième ambiguïté, c'est celle de proposer l'édification d'un pays sur la base d'une nation culturellement définie plutôt que politiquement définie. C'est une chose excessivement différente. Or, quoi qu'on dise, l'État du Québec est subordonné à l'État canadien et, dans le sillage de la Révolution tranquille, une nation politique, moi j'appelle une nation politique, s'est édifiée et dont les assises débordent, à mon sens, largement celles d'une communauté politique de composantes ghettoisées qui n'ont pas de communication entre elles. C'était le propre même de la Révolution tranquille, de dépasser la dynamique culturelle, de l'ancrer plus dans une dynamique politique, mais c'est ça qui a été vraiment l'enjeu majeur qui a amené le gouvernement fédéral à bloquer ce processus-là. Je vais y revenir. Pour promouvoir l'indépendance, quant à moi, il importe de s'extraire de ce cadre à la faveur d'un autre qui va hiérarchiser différemment les éléments. Je ne dis pas les banaliser, les rejeter, c'est les hiérarchiser différemment. Puisque l'objectif est l'indépendance du Québec, réalisé dans le respect des règles démocratiques, cet objectif doit primer sur le nationalisme et la démocratie doit primer sur le déploiement des gestes de souveraineté. En quelque sorte, il importe de souder indépendance politique et démocratie et subordonner la construction nationale à la création de l'État indépendant du Québec et non pas l'inverse. Donc, vous voyez, ce n'est pas une approche culturelle, c'est une approche politique. Car, ce n'est pas l'inverse, car avec les pouvoirs d'une province, on ne peut construire une nation dépendante. Il s'agit là, en fait, d'un simple ordonnancement différent des priorités. Je n'enlève pas les éléments, je les place en fonction d'un objectif précis qui est l'indépendance. Cet objectif a l'immense avantage de mettre la priorité sur l'indépendance et du coup de canaliser nos énergies en fonction de l'édification du pays du Québec plutôt que de chercher, avec l'ordonnancement de l'autre cadre, des voies qui ne font qu'alimenter la flamme. Après plus de 40 ans retourner des braises carbonisées, il serait temps de mettre de vraies bûches au foyer. Deuxième point, les dossiers prioritaires et mobilisateurs. Pour moi, faire de l'indépendance l'enjeu des prochaines élections, puis je vous dis, je ne suis pas dans une perspective conjoncturelle, je suis dans une perspective analytique. Donc, les enjeux des partis politiques, ce n'est pas mon affaire. Ce qui m'importe davantage, c'est de regarder comment on réalise
un pays. Pas comment on prend un pouvoir pour gérer une province. Faire l'indépendance, donc, implique de proposer la mise en chantier de dossiers qui édifient un pays. Et le premier dossier concerne, quant à moi, la structuration de l'exercice du pouvoir. Avec cette structuration, il s'agit de faire en sorte que seuls les Québécois et les Québécoises assument tous les pouvoirs sur leur territoire et qu'ils le fassent à l'intérieur d'un régime parlementaire qui à la fois favorise leur participation et assure surtout l'étanchéité des pouvoirs législatifs, exécutifs et juridiques. Modelé sur le régime parlementaire canadien, l'État provincial du Québec n'assure pas cette étanchéité entre les pouvoirs et a l'immense défaut d'assujettir le peuple québécois au pouvoir politique canadien. C'est pour cette raison, quant à moi, que le point majeur, c'est d'instituer un régime parlementaire différent de celui dans lequel on se trouve. Et un tel régime, c'est évident qu'il ne serait pas d'orientation monarchiste, il ne peut être, à mon sens, que républicain, mais selon le type de régime républicain qui nous siérait davantage. Donc, je pourrais élaborer là-dessus, j'ai quelques bonnes idées. On va aller plus court. De façon complémentaire à ce projet, il y a d'autres dossiers qui devraient compléter celui-ci. Entre autres, il faut penser la création d'une armée québécoise, à l'établissement de contrôle frontalier, à l'institution d'un ministère des Relations internationales avec des ambassades, la présence au sein des organismes internationaux et la réorganisation des pouvoirs de l'État du Québec de façon à centraliser ceux de la gouverne politique et à décentraliser tout ce qui peut l'être dans le but de renforcer les dynamiques régionales. Deuxième dossier, à mon avis, c'est l'aménagement des réseaux de transport et des communications. Au Canada, cet aménagement ne répond que secondairement aux intérêts du peuple québécois. S'agissant des réseaux de transport, à mon avis, la priorité devrait être le rajeunissement, et là je vais peut-être en surprendre quelques-uns, avec la mise en chantier d'un aéroport international sur la rive sud de Montréal plutôt que, je ne sais pas, il y en a un dans l'ouest qui devient de plus en plus régional, secondaire par rapport à l'aéroport Pearson, marginalisé par rapport à l'aéroport de Plattsburgh. Donc, un aéroport m'apparaît essentiel au Québec, un aéroport qui va desservir l'ensemble du Québec de façon plus stratégique. Et cet aéroport devrait être en contact, greffé à un TGV, Québec-Montréal-New York, à un métro Longueuil-Aéroport, si on se situe dans la région de Belleuil, par exemple, c'est pas tellement loin. Une revitalisation du port de Montréal et la confection des voies rapides pour les besoins internes, soit des liens du Québec entre Montréal, Québec et l'ensemble des régions. Vous avez la BTB, vous avez Saguenay, vous avez la Côte-Nord, vous avez la Beauce, etc. Mais les réseaux routiers ne sont pas faits pour intégrer le Québec. Ils sont faits pour desservir les intérêts du gouvernement canadien. Il faut revoir ça. Ça, c'est des priorités majeures qui rejoignent directement les intérêts économiques des gens qui sont dans les régions. Parce que si vous avez des coûts de transport élevés pour sortir votre marchandise à l'extérieur du Québec, là, il y a des problèmes. Donc, c'est des choses simples à réaliser. Ensuite, bon, il y a tout ce qui concerne les transports qui vont vers l'extérieur. Montréal, Sherbrooke, Boston, New York, la Beauce vers la région de Boston. Donc, vous connaissez à peu près le puzzle du Québec sous cet angle-là. Il y a aussi la revitalisation des ports que sont ceux de cette île de Matane et de Québec, en plus de celui de Montréal. Quant aux communications, tout ce qui concerne les médias, bon, elles devraient relever dans un Québec indépendant d'un conseil chargé d'appliquer les règles de propriété et de détention de permis pour les médias, journaux, radio, télévision, télécommunications, et celles favorisant
les règles favorisant la liberté d'expression et une lecture québécoise. Une lecture québécoise, en voyez-vous dans les médias. Moi, je vois des lectures canadiennes là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Des lectures québécoises de ce qui a cours sur la scène nationale, la scène québécoise, et ce qui a cours sur la scène internationale. Ça n'existe pas, ces lectures-là. Il faut inventer ça. Donc, troisième type de projet, troisième dossier, c'est la consolidation de l'espace public. Dans le cadre de la récente mondialisation, il y a eu une remise en question des constructions nationales mises au point à l'aube de l'industrialisation du monde occidental. Le Canada a fait ses choix. Le Québec l'a fait. Le Canada a fait ses choix de façon forte dans les années 80. Il a misé sur le bilinguisme, il a misé sur le multiculturalisme, il a misé sur des éléments communs dont il valorise l'existence, l'armée, les communications, l'assurance-emploi, la santé, la péréquation, du moins en moins. Il est cher, il est quasiment de dire, bon, le niveau du millénaire va s'enlever, il va trouver d'autres choses pour faire valoir ces trucs-là. En fait, c'est tous des dossiers qui sont venus fissurer l'édification de l'espace québécois, de langue française, qui a été projeté dans le sillage de la Révolution tranquille. Dans un État indépendant, le Québec doit refonder son espace public dans le respect des minorités, notamment les nations autochtones et les Québécois auxquels des droits particuliers ont été reconnus. Et avec cette refonte, ces citoyens et ces citoyennes, qu'on ne va pas créer avant d'avoir un État réel, parce que la citoyenneté existe dans les États réels, avec cette réforme, ces citoyens, actuels comme futurs, sauront que l'univers public valorisé est construit autour d'une langue commune, qui est la langue française, partagée par 95%, en fait, il y a 95% des Québécois qui s'expriment, peuvent s'exprimer dans la langue française, comme le norvégien l'est en Norvège, ce qui n'empêche pas 75% des Norvégiens d'être bilingues ou trilingues. Enfin, il y a juste 40% trilingues, mais il y a au moins 75% qui sont bilingues. Et que les valeurs qui prennent sont l'égalité des personnes, la primauté des droits individuels et la laïcité de l'espace public. Quatrième dossier, c'est la québécisation du développement. C'est ce à quoi faisait probablement plus allusion Gébal, mais c'est la lecture de ce qu'il a dit là. En partie réalisé dans le cadre politique antérieur à celui créé après le rapatriement de la Constitution canadienne, la québécisation de l'espace québécois a été stoppée. Il y a eu en fait une canadianisation de cet espace qui s'est accélérée grandement avec le référendum de 1995 et ça s'est produit dans tous les domaines ayant servi de tremplin à la revitalisation du Québec. Tout doit, sous cet angle, être refait en fonction de nos intérêts et de nos particularités géographiques. Je dirais, pour y arriver, il faut miser sur la formation, une formation professionnelle et universitaire des personnes qui assure le développement, leur assurer un accès au marché du travail et un milieu de vie, famille, loisirs, services. Il ne faut pas commencer par famille, loisirs, services comme entend faire le Parti québécois. Il fait sa promotion en mettant en disant là-dedans, on fait des politiques familiales actuellement. C'est des éléments qui arrivent après, dans un ensemble, et sont des éléments qui vont favoriser le développement. D'autres choses, ce serait de stimuler la compétitivité. On a des problèmes majeurs qui s'en viennent au cours des 3 ou 4 prochaines années dans tous les secteurs. Peut-être pas dans celui de l'aéronautique, mais dans la forêt, dans l'agriculture, dans le secteur dans les industries, nous allons connaître des chocs majeurs au Québec. Donc, il y a un travail énorme à faire à l'intérieur de ces secteurs-là. Et aussi, il faudra trouver des moyens pour impliquer les institutions financières, les grandes sociétés, les organismes du monde du travail. Troisième point, procéder à réaliser l'indépendance en toute légitimité et en s'associant sur l'essentiel. Instituer un État indépendant, c'est affirmer sur un territoire une nouvelle autorité et un nouvel ordre,
soustrayant à l'autorité de l'État existant ce territoire et la population qui s'y trouve. Ce n'est pas quelque chose de simple. Cette institutionnalisation fait apparaître sur la scène internationale une nouvelle entité politique. Et cela a des répercussions sur les États existants, notamment ceux qui sont en rapport, ou qui ont des rapports avec l'État antérieur, et qui se retrouvent en rapport de proximité avec le nouvel État. C'est ce qui explique pourquoi les autres États, on le voit très bien dans le cas du Kosovo, pourquoi les autres États sont enclins à respecter les conventions internationales, pas toujours, en la matière. Ces conventions sont de deux ordres. Le premier a trait aux principaux facteurs retenus dans l'évaluation d'une demande de reconnaissance. Il concerne la nation du peuple et le fait que ce dernier rencontre des difficultés ou subit des contraintes qui entravent son développement. Il y a aussi les garanties qu'offre l'État demandeur. Respect des obligations associées au statut d'État souverain, dont les droits fondamentaux reconnus aux minorités par les Nations Unies, capacité de maintenir l'ordre sur le territoire visé et accords signés avec l'État existant, principalement l'accord traitant de la sécession et de la succession des pouvoirs. La signature de ces accords est déterminante et pour qu'ils soient signés, il faut que l'État demandeur affiche une légitimité repérable, découlant principalement du soutien venant du peuple. C'est le point que a soulevé aussi Gilbert. Le deuxième ordre de convention s'inscrit dans le droit coutumier. Il renvoie au fait que ce sont les États existants qui reconnaissent ou ne reconnaissent pas un nouvel État indépendant. Pour ces décideurs, les accords avec l'État d'origine ou l'État existant pèsent lourdement dans la balance. Sans ces accords, l'aval des Nations Unies a toujours été retardé, et ce sera le cas dans le cas du Kosovo, puisque la Russie et la Chine ne vont pas reconnaître facilement la déclaration unilatérale du Kosovo, ni l'indépendance que le Kosovo pourrait exprimer en dehors du cadre des Nations Unies. L'acte instituant un nouvel État donc implique une ratification par d'autres États. Et pour toutes sortes de motifs, ces derniers préfèrent des nouveaux-nés qui se présentent bien, c'est comme les médecins, qui se comportent correctement, c'est comme les éducateurs, qui respectent les conventions et de préférence s'entendent avec l'État dont ils émanent. Et ce, quel que soit le véhicule utilisé pour instituer un État indépendant, que ce soit le recours aux armes, que ce soit le référendum ou que ce soit la voie électorale, dans chacun des cas, il y aura toujours une évaluation si l'objet, le bébé, le nouveau-né, se présente bien, il est acceptable, puis il répond aux conventions reconnues. Voyons le cas du référendum et des élections, parce que ce sont deux voies ici privilégiées. Le recours aux armes, je ne pense pas que ça fasse partie de l'approche des Québécois. Ça le fait un temps, mais c'est en 1837-38 et plus ou moins bien monté. Concernant les référendums, la Norvège, le Timor-Leste et le Monténégro sont devenus indépendants après la tenue de référendum. D'autres pays le sont devenus aussi. Le point le plus important et qu'on oublie de souligner, parce qu'il y a la magie du référendum qu'on essaie de nous inculquer, dans tous les cas, il y a eu une entente entre les entités impliquées sur la question posée, sur le pourcentage décisionnel, lorsqu'il y avait des litiges, dans le cas du Monténégro, vous vous souvenez comment ça s'est réglé, et sur les règles à respecter, à tout le moins sur l'engagement de l'État d'origine à accepter les règles dont s'est doté le peuple pour utiliser cette loi. Ça, c'est très important. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas d'entente, c'est à risque. Parce qu'on va déboucher sur, éventuellement, un conflit de mésentente. Quant à la loi électorale, elle a aussi été utilisée, je dirais, de façon plus fréquente
que le recours à des référendums. Elle a été utilisée de 4 façons, selon 4 modalités. Une première, c'est une décision des parlementaires sans mandat et sans soutien majoritaire explicite. Il y a eu des cas d'indépendance reconnus parce que l'État antérieur reconnaissait que ça pouvait se faire. Elle a été aussi donné lieu à des indépendances, une décision des parlementaires sans mandat et avec soutien majoritaire implicite chez le Code du Canada. Une décision des parlementaires avec mandat et sans soutien majoritaire explicite, ça a aussi donné lieu à des indépendances puisque l'État préalable, l'État antérieur existant, a donné son aval. Et une décision des parlementaires avec mandat et soutien majoritaire explicite a aussi donné lieu à des cas d'indépendance. Ces 4 modalités qui ont toutes impliqué l'accord de l'État existant, préalable. Sans cet accord, il n'y a des 4 modalités que la dernière qui peut déboucher véritablement sur un conflit de légitimité, parce que les parlementaires ont alors le mandat, lorsqu'ils ont une majorité, un soutien majoritaire, et lorsqu'il y a une majorité des députés élus, vous avez une double majorité, dans un des cas, ils ont un mandat qu'il est légitime d'instituer au nom du peuple une nouvelle autorité sur un territoire. Dès là, en cas de refus de l'État préexistant, il y a des pressions qui vont s'exercer sur ce dernier, comme sur les parlementaires sécessionnistes. Ce cas s'est présenté dans les Pays-Bas. Et ces pressions vont provenir soit de l'interne, soit d'États tiers, voire des Nations Unies ou d'organismes analogues, de telle sorte que le conflit aura alors un écho international et va se régler dans une mouvance internationale qui va dépasser le cadre canadien, puisque ça serait ça le nôtre. Au Québec, à 2 reprises, un référendum fut tenu sur un projet de souveraineté, mais jamais sur un projet d'indépendance. Il faut bien se rappeler. C'était sur un projet de souveraineté association et un projet de souveraineté partenariat. L'indépendance n'était pas l'objectif du projet. Au premier référendum, Pierre Elliott Trudeau soutient qu'un non serait un oui à des changements, mais il n'a pas révélé la teneur des changements et ça a transformé le référendum, ça a transformé le sens du référendum. Au deuxième, il y a eu des contournements de la loi québécoise sur la consultation populaire, des naturalisations à toute vitesse et d'autres gestes analogues. 5 ans plus tard, la loi sur la clarté soumit tout recours à un référendum au dictat de la Chambre des communes. Tout cela révèle que ce véhicule est encore plus à risque maintenant, parce qu'il n'y a pas d'entente, puis il y a une loi maintenant canadienne qui le gère. C'est-à-dire que ce véhicule est plus à risque sans une entente entre les partis, de préférence encadrée par des observateurs internationaux, et entente qui porterait sur la question, sur les résultats, sur les règles relatives au déroulement du référendum, et, je dirais aussi, sur les règles de la négociation de la sécession. Parce qu'il faut s'entendre aussi sur la façon de procéder. On n'a pas ces ententes-là. Donc, à défaut d'entente, la voie électorale, à mon sens, s'impose en autant, et uniquement en autant, que les partis indépendantistes, et là je ne parle pas des partis autonomistes, je parle des partis indépendantistes, tous les partis indépendantistes en font un enjeu principal dans le cadre d'un pacte ou autrement. On s'entend entre eux, moi je privilégie l'idée d'un pacte, ça peut être autre chose. L'élection peut alors déboucher ou non sur une double majorité, celle qui crée une légitimité. Et sans cette double majorité, à mon sens, procéder comporte des risques. Une évaluation de la situation s'imposera. Et, à mon avis, comme l'objectif est
de renverser l'ordre politique établi de façon légitime, il m'apparaît inconcevable que les députés indépendantistes qui n'ont pas cette double majorité puissent procéder. Donc, ils devraient alors refuser de prendre, d'assumer le pouvoir exécutif et se contenter uniquement du pouvoir législatif, qui leur donna quand même beaucoup de leviers. Par contre, avec une double majorité, par définition, il y aura une décision démocratique et légitime, génératrice d'un conflit, mettant en opposition une légitimité, et là je pèse mes mots, émanant du peuple québécois et une autre légitimité découlant de la prise de possession d'un territoire par la Grande-Bretagne et l'institution progressive d'une autorité canadienne par des parlementaires qui n'ont jamais eu le mandat émanant du peuple pour réaliser ce qu'ils ont réalisé. Ce point est très très important parce que dans le droit international, c'est un élément qui va avoir un poids majeur. Je conclue. On peut estimer qu'un seul parti, en l'occurrence le Parti québécois, peut réaliser une démarche de ce type. Si tel est le cas, ce parti devrait susciter un ralliement en faveur de l'indépendance, les modalités devenant l'objet d'un pacte entre les partis indépendantistes. Par contre, à ma connaissance, le Parti québécois n'est pas là. S'il s'activait à susciter un tel ralliement, il mettrait alors le cap sur l'essentiel, mais surtout tracerait une voie qui permettrait de faire la démonstration que les Québécois et les Québécoises de toute origine, de toute classe et de toute tendance politique veulent légitimement se doter d'un pays pour affirmer leur vivre ensemble, être présents sur la scène internationale et devenir membres des Nations Unies. Si cette démonstration conduit à l'obtention d'une double majorité à l'occasion d'une élection décisionnelle, les démocraties occidentales ne pourront pas demeurer insensibles à ce résultat. Car si elles l'étaient insensibles, si elles se démontraient insensibles, elles renieraient les fondements même de leur existence. Et je dirais que c'est ce que craint le plus. C'est cette sensibilité que craint le plus l'État qu'est devenu le Canada, sans l'aval du peuple québécois, que ce soit en 1763, que ce soit en 1774, en 1791, en 1840, en 1867, en 1931 et en 1982. Jamais, jamais le peuple québécois ne donnait son aval à ce pays. Merci.